Eh bien, nous sommes jeudi 30 du mois de janvier 2025 et je sens un temps presque printanier, en tout cas là où j'habite. Un ciel bleu, un soleil, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et un petit vent d'optimisme que je retrouve dans le chat. Espérons que le Karcher eh bien, passe partout. Attention quand même, tempérons, parce que le Karcher, Sarkozy avait usé de la formule. On attend toujours le vrai coup de Karcher. Leurs heures sont comptées. J'espère bien, chères spectatrices, que leurs heures sont comptées. Ne vendons quand même pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De toute façon, nous aurons des informations en fin de semaine. Ça va être une fin de semaine dont on va se souvenir, je pense. En particulier sur Géopolitique Profonde, qui est un des médias qui aura, du fait de Mike Borowski, le plus médiatisé les questions de genre de la Première Dame. Donc, est-on à l'orée d'une révélation absolument sidérante, inimaginable, incroyable, hein, Monsieur Morel, constitutionnaliste de plateau, qui connaît bien la Constitution et qui devrait savoir qu'il n'y a pas de Première Dame. Imaginons que la Première Dame soit finalement un premier monsieur, mais que ce soit quand même un homme qui soit président de la République. C'est vrai que ça la fout très mal. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, pas plus d'ailleurs. Ça sera l'autre très gros sujet en fin de semaine, indéniablement. Ça va être la question de savoir si oui ou non Bobby Kennedy Jr. a été validé par le Sénat. Il aurait, si c'est le cas, il a été nommé sur l'ensemble des agences de la santé par Trump. Il aurait à sa disposition plus d'1 trillion de dollars. Plus de 100 agences, des agences les plus importantes qui pourraient donner lieu à des révélations. Kennedy, c'est 2 grandes révélations. Ce pourrait être la révélation de l'implication de la CIA, entre autres, et peut-être au-delà, d'autres services étrangers, peut-être même, sur la mort, l'assassinat et de John Kennedy et de son frère cadet, Robert Kennedy. Dit Bobby Kennedy, tous les deux assassinés à quelques années d'intervalle. Et puis, autre grande révélation, évidemment, la crise sanitaire, les dessous de la crise sanitaire, des choses d'une ampleur considérable qui pourraient totalement ébranler le monde, pourraient aussi, c'est le cas de le dire, rapidement donner lieu à des nouvelles absolument incroyables. C'est une apocalypse, mais vraiment au sens étymologique de dévoilement qui nous attend. Cette année 2025 est partie sur les chapeaux de roue. Un autre monstre issu de la Seconde Guerre mondiale, comme toutes ces organisations internationales. Les Américains sont coutumiers du fait. Ils ont imposé la Société des Nations, alors que leur participation à la fin de la Première Guerre mondiale était bien maigre. Mais ils ont considéré qu'ils étaient les vainqueurs. Déjà, au début du siècle, ils avaient fait la Société des Nations. Il y avait déjà à l'époque un impérialiste qui dirigeait les États-Unis d'Amérique. Échec de la SDN, il rebelote en 1945, ce sera l'ONU, c'est-à-dire le multilatéralisme. Les Américains sont comme ça. Pour dominer le monde, l'Empire américain a besoin d'organismes multinationaux qui d'ailleurs font litière des nations, des États-nations qu'ils cherchent à détruire. Ce sont des machines à broyer les nations, et de même le droit international public tel qu'il est pensé par les Américains. Et pourtant, les Américains sont les seuls à ne pas reconnaître les décisions et les résolutions des Nations Unies, mais ils l'imposent au reste du monde pour broyer le monde, pour broyer les États, pour broyer les souverainetés. Et probablement, ce qui fut la création la plus délétère des Américains, c'est 1957, aidé en cela par des agents de la CIA, que sont Monet en particulier, sans parler de l'influence détestable d'un Schuman, et il y en a d'autres. Monet fut un agent, il était finalement pas éloigné de Vichy, il fut un agent des Américains. Et il combattit toute sa vie l'homme qui incarnait le maintien et le respect de la souveraineté des États. Des États-nations, c'est-à-dire le général de Gaulle. Il aurait même conseillé à ses maîtres américains de l'éliminer par tous les moyens, comme ils ont cherché aussi à éliminer Trump ces quelques derniers mois qui ont précédé son intronisation comme 47e président des États-Unis d'Europe. Des États-Unis d'Amérique. Nous allons parler aujourd'hui des États-Unis d'Europe, justement, ma langue a fourché. Parce que donc cette création
est une création américaine à l'origine. Donc je m'amuse toujours beaucoup quand j'entends des écervelés comme Macron expliquer qu'il serait temps que l'Union européenne, que l'Europe vive sa vie d'adulte. Mais elle ne peut pas, l'Union européenne ne peut pas, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne peut pas vivre sa vie d'adulte, puisqu'elle a été à l'origine créée par des Américains dont l'objectif était de relier les deux côtés de l'Atlantique. Il ne peut pas y avoir d'Union européenne, il ne peut pas y avoir de fédéralisme européen, d'Europe intégrée, unie, si de l'autre côté, c'est comme un couple, l'autre ne joue plus le jeu. Tant que vous en avez un qui joue le jeu et qui va reconnaître les institutions de Bruxelles, tout se passe bien. Si vous avez un président aux États-Unis qui ne s'intéresse qu'aux relations bilatérales, qui dit tu veux discuter avec moi? Non, t'emmènes pas t'as déjà une maman à l'Élysée, t'amènes pas ta nourrice en plus, Van der Leyen, si tu veux me discuter avec moi, Manu. Ça, c'est ce que pourrait dire un jour Trump. Il pourra pas aller comme il est allé en Chine avec Van der Leyen. Van der Leyen, il va falloir qu'elle se fasse une raison. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que Trump souhaite que des relations bilatérales? Pour une raison extrêmement simple. Quand on a affaire à des organisations plurinationales, on s'adresse à quelqu'un. À qui on s'adresse? C'est ce que je disais l'autre jour avec Kaja Kallas, qui expliquait qu'en 2028, il fallait se préparer à une guerre avec la Russie de Poutine. Et elle parlait de nos services, elle disait nos services de renseignement nous alertent sur le fait que Poutine préparerait une guerre avec l'Europe en 2028. Madame Kaja Kallas, c'est un fonctionnaire de Bruxelles. Elle n'a aucun service secret, à ma connaissance, en tout cas européen, ça n'existe pas, à son service. Elle n'est pas censée même, Madame Kaja Kallas ne devrait pas avoir plus d'informations des services du MI6, de la DGSE, de tous les services autres. Elle ne devrait pas avoir plus d'informations que moi, c'est-à-dire zéro. Elle n'a aucune légitimité. Les services de renseignement ne servent qu'un maître. Ils servent bien leur autorité publique, le président, éventuellement le Premier ministre ou un ministre ou deux ministres. Et chaque ministre reçoit ce qui le concerne. Mais un service secret, eh bien, il est au service de son pays. Donc, Madame Kallas, soit vous racontez strictement n'importe quoi quand vous dites que nos services de renseignement nous disent que Poutine prépare la guerre. Donc ça, c'est la première option que je ne néglige pas. Vous racontez n'importe quoi, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ou alors, vous dites la vérité et ça veut dire que nous avons des services secrets félons. Félons. Ils sont au service de leur pays. Ils sont au service de celui qui le représente, à moins que ce ne soit pas le service qui soit félon, ou pas seulement, mais que ce soit aussi le chef de l'État. Mais je ne vois pas comment ces gens peuvent recevoir ce genre d'informations. Pourquoi je dis ça? Pourquoi cette digression? Par rapport au sujet du jour, qui est l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, fédérale ou en voie de fédéralisation ou d'intégration, va être détruite par Trump. Eh bien, c'est que lorsque vous adressez à quelqu'un dans le bilatéral, vous adressez à quelqu'un qui est le responsable d'un État souverain. Donc, quand on lui parle, c'est à lui qu'on parle. On parle à Orban. On ne parle pas à Madame Van der Leyen. On parle à Fixot. On ne parle pas à Madame Van der Leyen. On parle même, et il faudra que tu assumes, à Macron, à Scholz actuellement, à Starmer. Et vous êtes responsable de ce que vous allez me dire. C'est le bilatéralisme. Je suis en face de toi, tu es quelqu'un de souverain, tu es quelqu'un de responsable, donc je sais que lorsque tu as une parole, tu n'en as qu'une, et il n'y a pas derrière quelqu'un qui ventriloque à ta place. Tu n'es pas une marionnette. Tu es le représentant de ton peuple qui t'a élu. Et donc tu vas assumer pour toi et pour l'ensemble de ton peuple, ce que tu vas me dire. C'est un échange bilatéral. C'est que ce soit pour les États, pour les nations, ou que ce soit entre hommes, entre les hommes et les femmes, eh bien, c'est le type de relation qu'on doit avoir. On ne doit pas se dire en permanence, oui, non, mais là, il me dit ça, mais il représente quel intérêt? Madame Van der Leyen, elle représente quel intérêt? Quand elle va négocier le Mercosur, elle présente quel intérêt quand elle signe? Les intérêts de l'Allemagne ou les intérêts de la France, pour ne donner que deux des États qui sont à l'origine de la construction européenne? Les intérêts de la France, on lui avait dit non. Donc et qu'est-ce que vaut sa signature? Semble-t-il, pour les mondialistes, beaucoup. Pour Trump, rien. Voilà. Donc il ne va pas s'emmerder, Trump, à aller voir des gens dont on ne sait pas en fait qui est à l'origine de son pouvoir,
qui lui fait rencontrer Trump. Et d'ailleurs, à mon avis, il le sait. Pour tout vous dire, il le sait bien. Il sait bien que Mme van der Leyen, comme M. Macron, ils sont au service, non seulement ils ne sont pas au service de leur peuple, vous croyez qu'ils sont au service des intérêts de l'Europe? La boussole européenne, on va en parler tout à l'heure. Ils sont pas au service. Alors, ils sont au service de qui? Il semblerait que depuis le début, les responsables de l'Europe de Bruxelles sont au service des Américains. Alors là, Trump, il va dire, non mais attendez, vous êtes à mon service, et pourtant, j'ai pas l'impression. Ah, l'État profond américain. Ceux qui sont à l'origine, donc la CIA, les néoconservateurs, toute la bande, tous les lobbies aussi, internationaux. Ceux dont on peut parler et ceux dont la loi nous interdit de parler, mais on y pense aussi, évidemment. On peut vraiment se poser la question, même des fois sur le parcours de certaines personnes. Peut-être en saurons d'ailleurs plus sur ce sujet, parce que je pense que ce qui se trouve à Mar-a-Lago, si le président des États-Unis d'Amérique a, semble-t-il, des informations plus que compromettantes sur donc la première dame, et si tant est que ce soit vrai, je pense que il a peut-être ces informations tout simplement parce que ses services l'auraient-il eu comme client, voire même comme recrue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si les Américains ont des informations majeures sur le sujet, c'est aussi peut-être sur ce sujet qu'on saura sur la fin de la semaine avec Candace Owen, et on sait qu'elle aura des informations pas uniquement de Xavier Poussard, même si celles-ci sont essentielles, mais aussi probablement de ce qu'il y a dans le coffre-fort, où il y avait plutôt dans le coffre-fort de Trump, lorsqu'il était entre 2016 et 2020, entre 2020 et 2024, pardon, 2022. Lorsqu'on lui a retiré, c'était lié à des informations de service. Donc je pense qu'on est encore loin du compte sur ce que l'on va découvrir. En tout cas, Trump n'a aucune confiance, et il a raison, vis-à-vis de c'est François Martin qui le dit très bien. François Martin dit il ne va pas tout ce qu'on peut reprocher à Trump, même au Proche-Orient. Il ne va pas continuer la guerre en Ukraine. Il ne va pas prolonger la vision chimérique du grand Israël, pense-t-il, parce que, dit-il, et c'est quand même un argument très fort par rapport à ce que j'ai pu dire hier sur le sujet, Trump ne va pas commettre l'imbécilité de nourrir ceux qui ont voulu sa perte. Parce que ceux qui ont déclenché, par exemple, la guerre en Ukraine, ce sont ceux qui veulent sa perte. Donc, nourrir ceux qui veulent sa perte en continuant quelque chose, je ne vois pas l'intérêt. Pareil pour l'Union européenne. Il ne va pas nourrir une institution qui a été créée par tous ceux qui veulent la perte de Trump, c'est-à-dire non pas tant la politique affichée des États-Unis, qui varie au gré des élections, mais de ce qui est les intérêts supérieurs de l'impérialisme américain. L'Europe telle qu'elle existe, et c'est ça le thème principal du jour, c'est qu'elle ne pourrait pas exister s'il n'avait pas existé cette stratégie américaine impérialiste tendant à neutraliser le monde au travers des organisations internationales auxquelles eux-mêmes se soustraient, toutes les résolutions vis-à-vis d'Israël, non respectées par l'État d'Israël, résolution de l'ONU, non respectées, et les seuls à les soutenir, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, qui ont imposé au monde les Nations Unies. Donc pareil pour l'Union européenne. D'ailleurs, ils ont des droits de douane. D'ailleurs, le libre-échange, c'est très bien. Le libre-échange, c'est comme la morale ou une loi pour le pervers. Ça s'impose à toi, mais pas à moi. Non, il n'en est pas question. Je suis au-dessus de tout ça, je suis au-dessus de la loi. C'est une approche totalement perverse des relations internationales. Eh bien, Trump n'est pas comme ça. Il est pour un face-à-face. Alors, ce face-à-face, il est dur. Là, on va pas rigoler quand on a un géant et qu'on est devenu un nain, alors qu'on n'a pas toujours été un nain. Et si on est un nain, on se le doit d'abord à nos responsables. C'est sûr qu'un nain face à un géant, c'est pas simple. Tiens, d'ailleurs, l'Europe, la stratégie européenne, justement, j'y pensais là avant de faire cette émission. Vous savez, c'est un peu la stratégie de Gulliver. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'Europe, c'était le cœur du monde. Je ne voudrais pas dire le centre, mais le cœur battant du monde au début du XXe siècle, et de loin. Je rappelle qu'on avait 90% des prix Nobel en 1900. Aujourd'hui, le dernier prix Nobel sérieux qu'on a pu avoir en France, en termes de médecine, on a dit que c'était un vieux ringard totalement sénile. C'est dire le niveau de déclassement de pays comme la France. En 1900, 90% des prix Nobel étaient français.
Donc ce cœur battant, comment ce géant, on a réussi à le, tels les nains qui ont réussi avec Gulliver à le. C'est ça l'idée des Américains, c'est que c'est la stratégie de Gulliver, c'est-à-dire utiliser du multilatéral, créer des organisations internationales pour les autres, au prétexte que soi-même les États-Unis, on est un ensemble, pour neutraliser. Donc l'Europe, telle qu'elle existe, n'est et d'abord et avant tout une neutralisation des États-nations, qui sont des éléments de concurrence évidemment majeurs vis-à-vis des États-Unis. Donc pourquoi voudriez-vous que Trump alimente ce versant-là de l'idéologie américaine alors qu'il lui est personnellement totalement hostile? Il n'a absolument aucun intérêt. Il va donc vouloir, et ça va être ça la perte, j'ai envie de dire, de l'Europe, il va vouloir en finir avec cette institution en disant « je ne reconnais pas ». Donc on a eu un cas typique hier ou avant-hier avec Marco Rubio, donc, qui a été, je crois, lui validé déjà par le Sénat, ancien sénateur et aujourd'hui bien responsable il est secrétaire d'État, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américaine, il a remplacé donc Blinken qui a vraiment tout fait pour essayer de savonner la planche. Eh bien, Rubio est allé voir donc la fameuse, la belle, sois belle et tais-toi, Kaja Kallas, sois rebelle et tais-toi, c'était l'aphorisme de Philippe Muret. Donc Kaja Kallas, qui est donc une toute petite, elle, c'est vraiment un microscope. Hein. C'est une Estonienne, elle défend les intérêts. Je veux comprendre, je me suis déjà, et d'ailleurs on me l'a reproché, non pas fâché, mais j'ai gourmandé un de nos invités qui disait mais personne ne devrait avoir d'hostilité vis-à-vis de la Russie, même pas les pays baltes. Bah si, quand même, les Polonais, les pays baltes, on peut comprendre, mais qu'ils déterminent la politique que la petite Estonie, qui a peut-être probablement des comptes à régler, en effet, avec la Russie, et se souviennent, parce que c'est des gens qui ont encore de la mémoire à l'est de l'Europe, contrairement à nous, qui n'avons plus aucune mémoire. La dernière en date, c'est qu'on a préféré pour les célébrations, pour l'ensemble des célébrations, dont celle par exemple de 14-18, on a déclassé la Serbie, on a mis en avant la Croatie. Enfin, c'est complètement, nous, on est vraiment dans la pensée inversée, la pensée diabolique. C'est-à-dire qu'on fait le contraire systématiquement, nos dirigeants font systématiquement le contraire de ce qui est les intérêts de notre pays. Donc ça veut dire moi je suis désolé, sans parler de charme et de magie noire, quand on est systématiquement inversé par rapport à nos intérêts, et à ce moment-là on est destructeur de soi-même, ou des intérêts des autres qu'on représente, c'est diabolique. C'est qu'on est piégé dans une espèce d'inversion. Donc c'est systématiquement comme ça. Donc que Madame Kaja Kallas représente les intérêts de l'Estonie et qu'en effet elle voit d'un mauvais œil, elle se dise même cette espèce de géant pourrait peut-être avoir envie de me limiter fortement ma souveraineté, sachant qu'en plus il y a beaucoup de russophones, il y a des minorités russophones et qu'on sait que de toute façon les minorités en Europe ont toujours fait des guerres. Ça ne date pas d'hier, mais encore faut-il. C'est vrai que la révolution de l'éducation à la sexualité, c'est plus important aujourd'hui à apprendre aux enfants, semble-t-il, que l'histoire de l'Europe et de la France. Mais enfin, c'est qu'historiquement, oui, il y ait cet aspect-là, mais l'Europe, elle, est-ce que la France a les mêmes intérêts que l'Estonie? C'est ce que disait à juste titre François Asselineau. À une époque, moi, je disais, bon, il abuse un peu. Mais c'est lui qui a raison quand il disait, moi, je suis désolé, j'ai plus de points communs et d'histoires communes. Il disait même pas, il disait, j'ai plus d'histoires communes avec l'Europe du Sud, avec des Grecs, avec des Italiens, avec des Espagnols, et même avec un Marocain, un Algérien, un Tunisien, j'ai plus d'histoires communes avec eux qu'avec la Lituanie, la Lettonie ou l'Estonie, sur lequel, en plus, même historiquement, on ne peut pas dire qu'il y ait une quelconque trace historique de grands moments. Par contre, avec la Russie, ah oui, là, il y a une histoire commune. Donc, il y a un intérêt commun. Bon, tout ça, c'est des évidences. On ne va pas dire que Trump veut rétablir ça. Il veut seulement savoir à qui il s'adresse. Et on ne peut pas, et Rubio ne peut pas, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a tourné court, hein. Ils ont dit, oui, on va faire le maximum pour que la Russie ne gagne pas la guerre. Bon, ça mange pas de pain. En réalité, il n'y a même pas eu, à ma connaissance, après leur premier échange téléphonique,
les médias larbins ont annoncé que il y a eu un échange très cordial, que tout s'était bien passé, que l'Amérique et que l'Europe allaient collaborer vis-à-vis de l'Ukraine, mais il n'y a pas un communiqué officiel. Hein. C'est un gars, quelque espèce un commandant, un colonel, une barbouze, un mec des services, hein, évidemment, qui est allé dire, c'est leur seule source à nos journaleux, je pense que même l'AFP a dû en faire une chronique ou une dépêche, pardon, il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il n'y a eu rien officiellement. Et si je peux vous dire, si la Calas, qui n'est pas la même, qui n'est pas une cantatrice, si la Calas n'a rien dit, c'est qu'à mon avis, il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc ils ne veulent pas et il n'y aura pas de négociation à ce niveau-là. La meilleure preuve, c'est qu'évidemment, vis-à-vis de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les choses sont extrêmement claires. Les Européens n'y seront pas. Point. Voilà. Alors on va dire, ah oui, on y sera en tant qu'OTAN. Même pas sûr. Ça sera directement entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Il n'y aura pas plus de Zelensky que de Macron, que de von der Leyen. Zéro. Ça veut dire qu'ils sont uniquement dans des relations bilatérales. Ils ne vont pas s'emmerder avec les Européens qui étaient garants des accords de Minsk quand on voit ce qu'ils en ont fait et qu'ils s'en sont même vantés pour l'un de ceux-là, c'est-à-dire Flamby Hollande. Il s'est même vanté en disant « mais moi, les accords de Minsk, c'était de la merde, c'était uniquement pour permettre aux Ukrainiens de se préparer à faire la guerre, à écraser d'abord leur minorité russophone et à essayer de faire la guerre avec la Russie. » Mais qui se vantent de ça. Et donc les accords de Minsk, qui eux sont justement des accords à plusieurs États. Ça ne marche pas. Et Poutine, d'ailleurs, il n'en voudrait plus demain d'accords comme ça, à plusieurs États. Ça ne marche pas. Comme il n'y a pas de diplomatie européenne, parce qu'il n'y a pas d'intérêt commun, je le rappelle, entre une Estonienne, une Italienne et un Français. Bon, là, on ne contestera pas le genre de Macron. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.